Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce soir, acteurs et professionnels du secteur de l'eau et de l'assainissement se sont retrouvés ce matin au Palais des Congrès de Cotonou à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau. Vous en saurez davantage dans cette édition. Le Bénin prendra part à la 60e édition de l'exposition internationale de Venise en Italie. Nous en parlerons dans ce journal. Et puis sur le continent, un mot de la présidentielle au Sénégal à 2 jours du scrutin. La campagne électorale s'intensifie. Nous en parlerons également. C'est tout pour le sommaire. Vous gardez votre position pour le développement de ce journal. La communauté internationale célèbre aujourd'hui la Journée mondiale de l'eau. C'est la 31e édition placée sous le thème « L'eau pour la prospérité et la paix ». Pour la circonstance, acteurs et professionnels du secteur de l'eau et de l'assainissement se sont retrouvés ce matin au Palais des Congrès de Cotonou pour apporter leur contribution à la réflexion engagée sur l'eau pour la paix. Cette initiative est une première au Bénin. Clémence Tonokon y était. L'eau soit source de conflits. Partant du... L'eau peut à la fois conduire à des tensions à l'intérieur des pays, comme entraîner des crises entre puissances limitrophes partageant une même source d'approvisionnement. Le présent atelier qui regroupe différents acteurs du secteur de l'eau vise donc à trouver des solutions pour éviter que l'eau soit source de conflits. Partant du fait que l'eau, l'une des ressources les plus précieuses au monde, est universelle et transcende toutes sortes de divisions, le représentant de la coopération allemande au développement GIZ lance une invite. Rappelons-nous que chaque goutte d'eau compte et chaque action que nous entreprenons compte. Saisissons cette opportunité pour faire une différence et veiller à ce que l'eau demeure une source de vie, de prospérité et de paix pour toute l'humanité. La représentante de la Banque mondiale, quant à elle, propose 2 pistes de réflexion sur la base de rapports existants. Le dernier rapport de 2023 indique que pour atteindre les ODD 6 sur l'eau, l'assainissement et l'hygiène à l'échelle mondiale, il faudra aller 2 à 6 fois plus vite que le progrès actuel. Donc la première piste, à laquelle je nous invite à réfléchir, de savoir si nous sommes à bonne vitesse au Bénin. La deuxième piste de réflexion que je propose concerne les changements climatiques, évidemment. Le Bénin est l'un des pays les plus vulnérables au changement climatique. Comment cela se traduira dans le quotidien des populations en matière d'accès aux services WASH, mais surtout en matière de gestion de la ressource en eau, pour l'agriculture, l'industrie notamment. En cette journée axée autour du thème « L'eau pour la paix », le directeur de cabinet du ministre de l'Énergie, de l'eau et des Mines, représentant le ministre, recommande d'unir les efforts à propos de l'eau et l'utiliser en faveur de la paix. Face à l'aggravation des effets du changement climatique, il est urgent de s'unir pour protéger et conserver notre ressource la plus précieuse. Au plan national, la nécessité d'instaurer une coopération entre les divers secteurs utilisateurs de l'eau constitue un point de départ pour la coordination des divers intérêts en jeu. Et au niveau transfrontalier, la coopération relative aux ressources en eau partagées et la diplomatie de l'eau sont la base d'un climat de paix autour de l'eau. Rappelons que cette rencontre de réflexion et d'échange à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'eau est une première au Bénin. Retour à présent sur le message délivré par le ministre Samou Seydou Adambi dans le cadre de la célébration de la 31e édition, j'allais dire, de la Journée mondiale de l'eau. Suivez ici un extrait de son message. Après les progrès significatifs réalisés au cours de la mise en œuvre du programme d'action 2016-2021,
dans le secteur de l'eau. On note dans le programme d'action 2021-2026 la mobilisation de ressources financières jamais réalisées dans notre pays pour l'accès universel à l'eau potable, toutes nos populations où qu'elles se trouvent. Les interventions réparties en 17 projets sont essentiellement orientées vers une dynamique de poursuite et d'achèvement des travaux de réalisation et de renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable. Le démarrage et d'achèvement des travaux de réalisation des infrastructures hydrauliques dans les 8 villes non encore couvertes par la SONEV. Le développement de systèmes et des approches pour une utilisation responsable et durable des ressources en eau. Les investissements réalisés par le gouvernement sous la direction de son Excellence, M. Patrice Talon, président de la République, sont visibles dans toutes nos contrées en milieu rural et ou urbain. C'est le moment de remercier tous les acteurs nationaux ainsi que nos partenaires techniques et financiers pour l'importance et la qualité de leurs actions dans le secteur de l'eau et l'assainissement en vue de l'atteinte de l'objectif de développement durable numéro 6. Près de 100 milliards de nos francs sont alloués au secteur de l'eau pour l'exercice budgétaire 2024, ce qui démontre la volonté et l'engagement du gouvernement à atteindre cette couverture nationale en eau potable. L'eau est au cœur du développement durable. C'est pourquoi, en cette 31e édition de la Journée mondiale de l'eau, dont le thème est « L'eau pour la prospérité et la paix », j'invite chacun à s'engager et à intensifier les efforts afin que chaque Béninoise et chaque Béninois ait un accès équitable à cette ressource précieuse et vitale. Face à l'aggravation des effets du changement climatique, il est urgent de s'unir pour protéger et conserver cette ressource vitale. La ministre du Travail et de la Fonction publique, Adidiatou Martins, accompagnée d'une forte délégation de son cabinet, a effectué hier une visite au sein de la zone industrielle à Golo Djigbe. C'est le directeur de la CIPI SA, Letonji Ebeitan, qui a conduit cette visite guidée de l'autorité ministérielle. Arthur Wendo. Il sonnait 10h12 quand le ministre du Travail, de la Fonction publique et des Affaires sociales, Adidiatou Martins, a foulé le sol de la zone économique et industrielle de Golo-Djigbe. Accueilli avec la délégation qui l'accompagne, le ministre a eu droit, dans un premier temps, à une séance de travail avec les responsables en charge de la gestion du site. Au thème de cette séance de travail fructueuse, le ministre et sa délégation ont eu droit à une visite guidée des installations ultramodernes de la première unité intégrée de textile du parc textile de la GDIZ. Satisfaction totale au dire de Adidiatou Martins, ministre du Travail, de la Fonction publique et des Affaires sociales. Je voudrais exprimer aux autorités à différents niveaux de la zone toute ma satisfaction et ma fierté de voir tout ce qui se réalise sur site ici depuis quelques années. Ce que nous avons vu ce matin à la GDZ est fabuleux. On ne se croirait pas au Bénin. Et je voudrais profiter de l'occasion pour remercier le chef de l'État, le président Patrice Talon, pour sa vision de développement et sa détermination à mettre définitivement notre pays sur l'orbite du développement et de réduction du chômage des jeunes, parce que nous avons aujourd'hui plus de 10 000 jeunes qui travaillent dans la zone. Le ministre a également remercié l'administration de la CIPI Bénin ayant à sa tête Letonji Ebeitan et encouragé les jeunes qui travaillent au sein de la zone. Puis, elle a invité les investisseurs à venir vite s'installer. Je voudrais remercier l'administration de la CIPI en général et son DG en particulier pour la bonne organisation de la visite. Franchement, c'est une fierté pour notre pays. Nous avons également vu les employés au travail et nous les avons encouragés à poursuivre leur travail sans répit, à se sacrifier si nécessaire pour augmenter la production des entreprises dans lesquelles ils servent. Ce qui est certain, si la productivité augmente, leurs conditions de vie et de travail seront également améliorées. S'il y a des investisseurs qui ne sont pas encore ici, qui hésitent, on devrait leur demander de tout mettre en œuvre pour venir s'installer ici. Il y a des conditions favorables
pour leur installation. Avant de partir, Adidjat Matisse, se prononçant sur la législation du travail, a promis se rendre disponible afin de travailler étroitement avec la maison afin de garantir aux employés de très bonnes conditions de travail. À la législation du travail, je voudrais dire au DGCP ma disponibilité et celle de mes collaborateurs à travailler collégialement avec lui, qu'il s'agisse, je disais tantôt, de la santé et sécurité au travail, de la protection sociale, du dialogue social, etc., pour faire développer la zone. Nous ne sommes pas là pour que les agents arrivent à cesser le travail, pas du tout. Nous devons les coacher, nous devons les sensibiliser et aussi, comme je l'ai dit, garantir auprès de leurs employeurs de bonnes conditions de travail. D'ici fin 2024, l'objectif de la GDZ est d'avoir des unités de confection de vêtements d'une capacité de 36 millions de pièces contre 5 millions en 2023. Le Bénin prendra part à la 60e édition de l'exposition internationale de Venise en Italie. Le gouvernement, à travers le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, s'active pour une participation des plus réussies. Jean-Michel Abibola était hier face à la presse. Suivez le compte-rendu. La Biennale de Venise, créée en 1895, se veut être un carrefour mondial de révélation au monde de l'art contemporain. L'édition 2024, intitulée Everything Precious is Fragile, qui signifie en français toute chose précieuse et fragile, va donc permettre de révéler au monde le génie artistique béninois. La participation du Bénin à la Biennale de Venise est motivée par cette politique culturelle mise en œuvre depuis 2016 et qui vise à faire de la culture, des arts en lien avec le tourisme, le deuxième pilier de développement de notre pays derrière ou après l'agriculture. L'ouverture d'un pavillon béninois s'inscrit dans la dynamique de positionner notre pays sur la scène internationale d'abord et dans le circuit mondial de l'art contemporain et pour surtout impulser l'éclosion de l'économie créative dans notre pays, le Bénin. L'ouverture d'un pavillon béninois à la Biennale de Venise du 20 avril au 24 novembre 2024 est la 5e étape de la marche du Bénin vers l'éclosion de cette économie créative. Le premier acte, l'acte 1, dirons-nous, c'est depuis 2016 un plan d'investissement massif qui est en cours de déploiement dans le secteur du tourisme, de la culture. L'acte 2, et ça vous l'avez saisi définitivement, ça a été la restitution des 26 trésors royaux du Bénin, restitués par la France en novembre 2021 et accueillis par nous tous dans une effervescence et un enthousiasme à nul autre pareil. L'acte 3, justement, vient à la suite de cette restitution. Ça a été l'organisation de l'exposition publique diptyque Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation. L'acte 4, ça a été à la suite de cette exposition événement, la mise en itinérance à partir de janvier 2023 du volet contemporain de cette exposition qui circule dans le monde, qui, après Rabat au Maroc, est allée jusqu'à la fin du mois à Fort-de-France en Martinique et à partir du mois d'octobre sera à Paris dans un autre territoire français. La présence béninoise à cette biennale repose sur 4 thèmes. Il s'agit des thèmes clés que vous allez retenir autour de la spiritualité, autour du vaudou, autour de la figure de l'Amazone, autour de la traite négrière. À travers cette exposition à laquelle participent une 50aine de pays, le Bénin mettra en lumière ses créateurs que sont Moufili Bello, Chloé Kenom, Ishola Akbo, portés par Romuald Hazoumé.
Au Sénégal, c'est la dernière ligne droite de la campagne électorale. Le pays s'apprête à voter les 24 et 31 mars. Après plusieurs semaines de crise, les 19 candidats en lice, dont Diomaye Faye, Amadou Ba et une femme, Anta Babacar Ngom, continuent de sillonner le pays à la rencontre des électeurs. Suivez ici le reportage de nos confrères de RT. Partout dans le pays. Tel est le fait marquant ces jours-ci au Sénégal qui se prépare pour une échéance présidentielle exceptionnelle à quelques jours du premier tour de la présidentielle qui se tiendra ce dimanche 24 mars. 18 prétendants à la fonction suprême du pays pour devenir le 5e président du Sénégal et succéder ainsi à Macky Sall en exercice depuis 2012. La seule femme candidate à l'élection présidentielle du Sénégal, Anta Babacar Ngom, n'est certes pas favorite pour le rendez-vous de dimanche prochain, mais les militants affirment que sa seule présence contribue à faire avancer une campagne de plusieurs décennies visant à instaurer l'égalité des sexes dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Chef d'entreprise de 40 ans, l'unique femme candidate se présente comme la voix des femmes et des jeunes et promet de rehausser l'économie du pays. Ce qu'un homme peut faire, une femme peut le faire. Les hommes mettent leurs pantalons, nous mettons nos jupes. Nous, les femmes, devons nous organiser. Nous pouvons rassembler toutes les femmes. Tout ce que les hommes entreprennent, les femmes peuvent aussi l'assumer. Anta Babacar Ngom est capable. Par ailleurs, les candidats de l'opposition se sont engagés à relever et restaurer l'économie du pays. Deux principales figures semblent pourtant se démarquer. Bassirou Diomaye Faye, sorti de prison le 14 mars, au même moment qu'Ousmane Sonko, qu'il remplace comme candidat des patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF. Bassirou Diomaye Faye, bénéficiant de l'effet Sonko, passe pour l'un des favoris de la présidentielle la plus transparente depuis l'indépendance en 1960. Nous faisons confiance à Diomaye Faye. Il va nous aider pour que les jeunes arrêtent de prendre la mer pour vivre à l'étranger. Ce qu'ils cherchent là-bas, nous l'avons ici. Le Sénégal est riche, mais nous n'avons pas de bons dirigeants. Mon candidat, c'est Diomaye Faye, parce que Ousmane Sonko nous a montré Diomaye. Ce à quoi Ousmane Sonko nous amène, c'est ce qui est bien. Le candidat Amadou Ba, ancien Premier ministre, n'est pas en reste. Il mène sa campagne électorale dans le centre du pays. Choisi par Macky Sall pour lui succéder, Amadou Ba commence à sortir de l'ombre de son mentor, tout en gardant le cap sur la pérennité de son projet politique. Choisi pour représenter le camp du président sortant Macky Sall, l'ancien Premier ministre se présente comme le candidat de la paix et de la prospérité partagée après 3 années de troubles. Amadou Ba promet des emplois dans plusieurs secteurs d'investissement publics et privés dans l'agriculture, l'industrie, les infrastructures et les énergies renouvelables. Pour ses partisans, il est dans la continuité de son mentor Macky Sall. Nous avons choisi de soutenir Amadou Ba parce que le président Macky Sall a lancé un certain nombre de projets qui ne sont pas encore terminés et nous espérons qu'Amadou Ba saura les mener à bien. Amadou Ba, c'est l'assurance. Amadou Ba, c'est l'ancien Premier ministre du Sénégal. Amadou Ba, c'est un homme d'État. Amadou Ba fut l'ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal. Amadou Ba fut l'ancien ministre de l'économie et des finances du Sénégal. Donc, il connaît l'État. C'est pourquoi on a choisi Amadou Ba comme candidat à la succession du président Macky Sall. Il est sous l'ombre du président Macky Sall, c'est tout à fait normal. Il a porté les politiques publiques. Le plan Sénégal émergent, on l'a écrit dans son bureau. Moi, j'étais dans l'équipe. On a allé faire le tour du monde pour un roadshow pour le lever de fonds. On a exécuté les projets ensemble. Donc, c'est quelqu'un qui a obéi et qui suit les orientations du président Macky Sall depuis 12 ans. Donc, c'est normal qu'il reste sur les orientations et l'angle du président Macky Sall. Ça, ce n'est pas une critique. Au contraire, il assume qu'il est et il reste sous les orientations du président Macky Sall parce qu'il veut continuer le PSE. Amadou Ba et Bassirou Diomaye Faye sont perçus comme les deux favoris de la course présidentielle. Les deux hommes s'opposent dans le programme et les idées. Quel que soit le nom du futur locataire de la présidence à Dakar, ce scrutin marquera durant des décennies le paysage politique sénégalais. Ce vote a été précédé par une crise institutionnelle jamais connue dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, réputé pour son modèle économique, et ce sont les premières élections depuis l'indépendance du pays en 1960 où le président en exercice ne se présente pas. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme ce journal. Ne ratez surtout pas les grands rendez-vous de week-end, à commencer déjà par ce soir, 21h, le forum des rédactions, mais demain à 11h, Jardin d'Éden, et puis
dimanche, l'entretien du dimanche. Mesdames, Messieurs, prenez soin de vous et bon week-end à toutes et à tous.